Aujourd'hui à Tam Tam, en une semaine, presque 500 km² de forêt et de terre sont partis en fumée en Colombie-Britannique. Plus de 16 000 personnes sont toujours évacuées. À l'est du Canada, l'Aquahive, un incubateur à homards qui fait des heureux en Gaspésie. Mais d'abord, les métiers de la communication et les défis inhérents à être de la diversité quand on veut être journaliste. Alors bonjour, ici Raymond Desmarteaux. Bonjour aux gens qui nous suivent sur Facebook Live. Les collègues. Bonjour tout le monde. D'aussi loin que je me souvienne, moi, dans ma carrière, on m'a toujours seriné en disant, il n'y a pas de travail dans ce métier-là, oublie ça. Avoir mes cheveux. Vous voyez qu'il y a quelques années qui sont passées dans ce métier. Il a roulé sa bosse, hein? Oh, ça oui. Et d'aussi loin que je me souvienne aussi, ma chère, j'ai eu un malin plaisir à faire mentir l'adage. Oh, mais écoutez, c'est un métier qu'on exerce, qu'on pratique avec beaucoup de délectation. Hein? Ouais, faut dire que par contre, ici, avec ma couleur de peau, hein, je suis blanc. Oui, d'accord, j'avais pas remarqué. Mon accent, puis mon nom également. Bon. Ben oui. En télévision Canada, ici, en tout cas, c'est pas né en Amérique latine, toi? Non, pas encore. Toi, oui. Pas encore. Mais lui, il est blanc-neige, hein? Oh, ouais. Attention. Est-ce qu'on commente le bronzage de Raymond? On peut s'amuser. Moi, il y a aussi une partie également amérindienne de mon bar aussi. Voilà. C'est ça. Alors, je dis en télé, effectivement, c'est assez monochrome, c'est assez blanc, surtout en fiction. En information, il y a un certain changement. Est-ce que c'est un changement certain? Les défis inhérents à être de la diversité quand on veut faire le métier de journalisme. Mes collègues invités aujourd'hui, vous la connaissez à Radio-Canada International, Alice Chantal Chandem Kamgang. C'est long comme nom, ça. Ben oui, c'est un nom assez kilométrique. Oui, c'est moi, Alice Chantal Chandem Kamgang. Léo Jimeno, qui lui est d'Argentine. Vous êtes du Cameroun d'origine. Je viens du Cameroun, oui. Et Vanessa Destiné, Bonjour. qui est notre toute jeune. Jeune pousse. Oui, c'est ça, qui est la deuxième génération Voilà, haïtienne. c'est ça. Je suis née ici, de parents haïtiens. Bon, on va partir avec vous. Ah, ben oui. Allez, bataille. Ben oui. Pourquoi vouloir faire ce métier? Comment c'est arrivé dans votre vie? C'est un parcours assez... ça a pris du temps, en fait, avant que je me dirige vers le journalisme. Je me destinais ça, Léo, regardez cet enfant-là, toute jeune, ça a pris du temps quand même. Oui, c'est ça. J'ai suivi un parcours, tout ce qui est plus traditionnel, c'est-à-dire que je suis allée au secondaire, au cégep. J'ai eu beaucoup d'intérêt pendant cette période-là pour les arts, notamment le théâtre, mais aussi, je me suis toujours sentie comme étant très engagée. Donc, mon père, c'est quelqu'un qui vient d'Haïti, qui a pas beaucoup d'éducation, mais qui a une très grande culture politique. Et c'est quelque chose qui m'a transmis très jeune, donc m'intéresser aux grandes questions sociales, politiques, économiques. Donc, ça a un peu marqué mon parcours. Je me suis dirigée au cégep en sciences humaines internationales, où j'ai fait de la science politique et de la géographie de l'histoire. Et ça m'a donné la piqûre pour continuer dans cette voie-là. J'espérais devenir une grande diplomate, en fait. C'était un peu, je crois, à l'époque de Michaël Jean, tout ça. Et je me disais... Vous avez le temps? J'ai le temps encore, mais hein? Écoutez, il y a eu une personne qui a travaillé à Radio-Canada International, qui était première ministre du Canada. Ah, oui. Bon, j'espère que mon parcours pourra me servir. Employeur, prenez des notes. Très important. Voilà, c'est ça. Et, c'est ça. Alors, je me suis dirigée en sciences politiques à l'université avant de me rendre compte que finalement, ça ne me convenait pas. Il manquait l'aspect terrain. Il manquait l'aspect auprès des gens. Parce que quand on fait sciences politiques à l'université, on est beaucoup dans les premières années dans la théorie classique. Donc, la pensée politique classique. On analyse beaucoup, mais on s'approche peu des gens. On sort peu de l'université. Et c'est quelque chose qui me manquait un peu. Donc, j'ai réorienté mon parcours. J'ai commencé à faire des certificats à l'Université de Montréal. C'était une super avenue parce que ça me permettait de travailler de jour et d'aller à l'école le soir. Et voilà, c'est ça, la dure vie des étudiants en 2017. Et j'ai découvert le certificat en coopération internationale. Donc, qui était vraiment axé sur l'humanitaire, le maintien de la paix, le développement. Et ça nous permettait de réaliser un stage sur le terrain. Donc, encore une fois, d'aller à la rencontre des gens et de mesurer l'implication à l'international, mais aussi
ici, chez nous, plus près de nos communautés. Puis, c'est avec un peu cette perspective-là que je me suis engagée en communication appliquée, puis ensuite en relations publiques, en pensant que je travaillerais pour des ONG, en faisant de la communication. Eh bien, non! Je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, encore plus près de mes valeurs, c'est-à-dire le journalisme. Le journalisme. Mais oui. Alice, vous avez Cameroun d'origine, Oui. vous avez travaillé en France, une maîtrise sur la difficulté, effectivement, et c'est le thème dont on va parler. Tout à fait. En fait, je viens du Cameroun. J'ai travaillé à la télévision nationale du Cameroun notamment. Et puis, je suis passé par la France aussi où j'ai fait quelques études en journalisme reporter d'image, c'est-à-dire être capable de produire en toute autonomie, c'est-à-dire pouvoir faire de l'image, de la caméra, du son et du montage. C'est un peu comme Léo, ça. Voilà, donc, et peu après, je pose mes valises en Amérique du Nord. Et il faut dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, que c'est un métier qui m'a toujours passionné. Disons, je viens d'un pays en développement, le Cameroun, où nous sommes inondés par toutes sortes d'images qui viennent d'ailleurs, la télévision française. Et sans filtre, c'est ça? Ben oui, c'est ça, la télévision française avec des journalistes talentueuses comme Christine Ockrent, Anne Sinclair, et parmi les hommes, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, que j'ai beaucoup admiré quand j'étais au Cameroun. Et donc, je me dis, mais pourquoi pas, je vais tenter ma chance, je vais me lancer dans ce métier-là. Et j'entre à l'école de journalisme de Yaoundé, et après 3 ans, j'obtiens mon diplôme. Et on vous a jamais dit, vous, il n'y a pas de métier il n'y a pas de travail dans ce métier-là? Bon, au départ, disons, la télévision nationale du Cameroun est toute jeune, en 1985, lorsque la télé fait son entrée au Cameroun. Vraiment, c'est la fascination pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde parce que c'est tout nouveau, c'est tout jeune. Le terrain reste vierge et donc il faut l'occuper à un moment donné. Et nous nous trouvons donc à la télé. Donc, disons, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Donc, une fois au Canada, une fois ici, je me dis, bon, ok, je suis dans un nouvel environnement, je suis dans un nouveau pays. Comme l'avait si bien dit Bouka Diouf, lui, son histoire, c'est mon grand-père me disait. Ouais. Son grand-père lui disait tout le temps, ben, écoutez, quand vous arrivez quelque part, prenez le temps de connaître le pays, de connaître les acteurs, de connaître l'histoire du pays pour pouvoir en parler. Je me dis, ben voilà, j'arrive dans un pays que je connais pas. Il faut que je retourne à l'université, que j'apprenne à connaître ce pays, que j'apprenne son histoire. D'où l'intérêt d'aller faire une maîtrise en communication publique à l'université Laval pour apprendre à connaître le Canada, à connaître ses acteurs, pour être capable d'en parler aisément. C'est ce que je fais depuis 2013. Et vous avez remarqué que, comme je disais en ouverture, c'est très monochrome, mais c'est pas évident là-dessus. Non, c'est pas évident du tout. Et on poursuivra, on va parler de Léo aussi. Léo, lui, de l'extrême ouest de l'Argentine. Oui. Presque dans les contreforts de la cordillère des Andes. Exact. San Luis, ce pays-là, ce beau pays où les hivers sont des hivers. Bon, entendons-nous, et les étés, les étés de janvier, là, c'est très chaud. Vous avez fait vos études en journalisme, vous avez enseigné aussi. Oui. À un moment donné, il y a eu un transfert. Dit, je veux changer de vie, je veux pour les enfants ou quelque chose de genre, c'est ça? En fait, quand on est arrivé au Canada, j'ai eu toujours... Mon père, il était annonceur réalisateur en Argentine. Je l'ai pas vu travailler, en fait, quand j'étais je suis les plus jeunes des 6, alors j'ai pas eu la chance de les voir travailler, mais il a travaillé à la télé, il a travaillé à la radio aussi, en Argentine, à Mendoza particulièrement. Alors, j'ai toujours la petite... je savais que j'aimais ça. On entendait ensemble avec mon père Radio-Canada International en français, en anglais, en espagnol, en ondes courtes. Ça fait longtemps. Puis, j'ai poursuivi mon frère qui est déménagé au Canada, ça fait plus d'être à peu près 30 ans. Alors, on est venu après avec ma femme, puis mon histoire avec le journalisme, ça a été toujours comme ça. Je l'aime, c'est ça que j'aime. Être en ondes, les micros, la technique, la façon, en fait, le pouvoir communiquer, mettre en commun des choses, c'est quelque chose que ça a été toujours là. Mais quand on arrive au Canada, puis on parle pas la langue, puis on a toujours cette drôle d'accent, c'est difficile de travailler en français. Tout à fait.
Hein? Tout à fait. Pour moi, c'est difficile pour les gens qui viennent de l'Afrique, c'est difficile pour les gens qui viennent même de la France, de la Belgique, parce que l'accent, c'est quelque chose. C'est un accent totalement différent. Donc, il y a cette barrière linguistique qui représente un véritable défi pour les immigrants. On a beau être francophone, on a beau appris le français, n'est-ce pas, comme langue de scolarisation. C'est pas toujours évident de se faire comprendre dans un contexte où l'accent est totalement différent. Par exemple, quand je venais d'arriver, je m'entendais dire à chaque reprise, est-ce que vous pouvez le redire à nouveau parce que j'ai pas compris. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter cette barrière-là? Je parle un français international. En France, je me fais comprendre facilement. Le Cameroun est un pays qui a été colonisé par la France. Donc, nous avons pratiquement la même façon de prononcer des mots ou de dire des choses. En Amérique du Nord, au Québec notamment, c'est pas la même chose. C'est pas la même façon de parler. C'est pas la même utilisation des concepts. Ouais, il y a certains mots ici qui ne signifient pas exactement la même chose qu'en France. Lorsque, par exemple, je dis, franchement, vous avez un mot comme pour dire, j'étais séduit, quelque chose comme ça. C'était écœurant, par exemple. Quand vous dites c'était écœurant, mais ça veut dire tout autre chose. C'est selon l'intonation qui est employée, c'est ça, oui. Donc, ça veut dire tout autre chose, qu'on soit en Amérique du Nord, au Québec, ou qu'on soit en France, ou même au Cameroun. Écœurant ne veut pas forcément dire... Absolument pas. Et il y en a tout plein comme ça aussi, d'un côté comme d'autre, mais de la Suisse à ici. J'aimerais juste aller avec vous, Vanessa, un petit instant. À grandir dans une société ici, vous êtes bel et bien d'ici, vous êtes né dans le banc de neige, je dirais certains. Mais... En mars, le 4 mars, donc pas mal sûr qu'il y avait encore de la neige. Sauf qu'à l'intérieur de la maison, on est haïtien. Oui. Donc, et cette dichotomie-là et la couleur de la peau, est-ce que ça touche, est-ce que vous arrivez presque dans un bon temps, là, oui, est-ce que parce vous que sentez je disais hier à quelqu'un, en fait, quelqu'un me disait plutôt que diversité est un buzzword super intéressant au niveau de l'employeur. C'est dans l'air du temps, on se pose ces questions-là. Donc, oui, les regards se tournent un peu vers ces nouvelles voix qui apportent une perspective différente sur la société québécoise. Donc, c'est une bonne période pour être journaliste. Par contre, ça reste très difficile de faire sa place parce que, bon, on est encore si peu nombreux et parfois on se heurte à des sensibilités parce que c'est très dur en fait d'amener ses collègues, les employeurs à remettre en question des comportements qui leur ont été inculqués pendant très très longtemps. Donc de se faire confronter. Récemment, j'ai eu une conversation avec une collègue sur le racisme, une collègue blanche dans le milieu des communications justement parce que bon c'était après un vox pop et j'avais signalé qu'il y avait peu de personnes de la diversité dans ce vox pop. Donc c'était un vox pop qui se déroulait dans une université montréalaise, au centre-ville de Montréal. Il n'y avait pas un seul intervenant issu des communautés culturelles. Et je lui ai fait remarquer, et à la fin d'un échange assez musclé, elle m'a dit, mais mon Dieu, c'est donc bien confrontant, cette conversation-là. Et oui, c'est ça en fait, la conversation avec la diversité, pour la diversité. C'est une conversation qui va confronter. Donc oui, c'est une bonne période parce qu'il y a une sensibilité, les gens sont prêts à avoir cette discussion-là, mais ça se fait quand même assez difficilement. Oui. C'est très éprouvant des deux côtés, je crois. Vous vouliez ajouter quelque chose, Léo? En fait, non. J'ai fait un changement de carrière. En fait, je ne travaille pas comme journaliste. Je suis plutôt en charge des questions techniques. Mesdames et messieurs, cet homme nous sauve... Il y a plusieurs situations difficiles. 3 fois sur 2. Bravo Léo pour cette polyvalence. Alors, j'ai changé, mais j'ai continué en contact et j'aime ça. Être toujours pouvoir être ici puis partager avec vous, c'est pour moi quelque chose de spécial. Est-ce que c'est une niche, est-ce que c'est un créneau pour vous personnellement, ou est-ce que de dire bon non, je suis un journaliste, je suis un communicateur, j'ai un accent, soit je sais écrire en français, je sais écrire en anglais, j'écris en espagnol également, je fonce, c'est ça que je veux faire, ou c'était dans une certaine façon, c'est un primo vivere, il faut trouver quelque chose d'autre. Là. Non. En fait, on a des cas des gens qui
pu vraiment traverser cette ligne spéciale de l'accent, puis trouver une place, puis développer son travail, puis faire bien. En fait, Martin Mobilia, notre collègue, il vient de la Colombie. Son accent, il va être toujours là. Lui est colombien. Mais c'est une richesse, un accent. C'est un signe qu'on maîtrise plusieurs langues. C'est un signe qu'on a fait un effort pour s'adapter, qu'on a fait l'effort de s'adapter à la culture et de s'intéresser à la société d'accueil. Moi, je le vois vraiment comme une richesse. C'est ce qui fait notre différence, parce qu'il n'est pas question non plus d'assimiler les immigrants, non. Mais écoutez, moi, j'ai connu des gens en Argentine, en fait, des pères, des amis qui sont arrivés dans la vague d'immigration en 1930 en Argentine. Ils ont eu toujours son accent français. Tout à fait. Son accent italien. C'était toujours là. Puis c'était bien de l'avoir. Mais par contre, ici, parfois, on trouve des gens qui sont pas habitués ou qui ont pas la même approche avec les accents. Mais on comprend que c'est lié à l'histoire, évidemment, à la protection de la langue Absolument. française. C'est un enjeu très important qu'on ne peut pas négliger. Ici, c'est vraiment un enjeu important. Oui. Mais justement, cette sensibilité-là devrait nous permettre de comprendre que les gens aussi sont fiers d'où ils viennent. Ils sont fiers de leur bagage, de leur identité. Et il ne faut pas gommer cette identité-là. Au contraire, il faut les marier, en fait. Tout à fait. C'est ça. En fait, moi, quand j'ai fait toute la démarche pour venir au Canada, je parlais l'anglais. Et quand je suis arrivé au Québec, je fais le cours français, puis je parle un petit peu d'anglais maintenant. Ma vie, c'est en français puis en espagnol. Mais c'est quand on embrasse une langue, mais les gens qui, de l'autre côté, il n'y est pas tout à fait prêt à nous avoir les accents. C'est pour cette raison que moi, j'ai toujours eu un problème avec un concept, celui du multiculturalisme. Je suis plutôt favorable à l'interculturalisme. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Un développement mélangé, intégré des cultures, et non un développement séparé où on a des ghettos. On forme des ghettos avec des gens dans des quartiers, des personnalités différentes, des groupes différents qui forment leur groupe à part et qui s'installent dans des quartiers différents. Au Québec, au Canada, on est différents. C'est là tout le problème. C'est drôle, c'est dans mes cours de coopération internationale, on mise beaucoup justement sur l'interculturalité. Je m'adresse aux femmes, aux femmes noires. D'accord. Dans ce métier-ci, ça veut dire quoi en 2017, les défis avec un accent, 2, une couleur de peau, et 3, d'être une femme? Eh bien, j'imagine que c'est à moi que s'adresse la question en premier. On commence. Je vais dire, les défis sont énormes. Déjà, quand on est femme dans un métier majoritairement occupé par les hommes, franchement, il faut se lever tôt le matin et faire ses devoirs. Faire ses devoirs, ça veut dire quoi? Être à la hauteur. Ça veut dire aller chercher les outils dont on a besoin pour s'imposer comme il se doit dans ce métier-là. Ça veut dire vraiment mettre tous les atouts de son côté, faire tomber la barrière linguistique. Ça, c'est très important. La langue, pour nous, est un outil de travail et s'exprimer sans faire de faute, être capable de communiquer. Communiquer, ça veut dire quoi? Susciter l'intérêt de l'autre, faire en sorte qu'il y ait un feedback. Être une femme noire venue d'Afrique, comme moi, c'est un triple défi. C'est un triple défi parce qu'on nous regarde comme des personnes qui viennent de pays sous-développés, qui sont forcément mal informées, mal cultivées, qui ne savent pas grand-chose. C'est être capable de démontrer le contraire à travers ce que nous faisons, à travers notre travail, à travers notre connaissance des dossiers que nous traitons au quotidien. C'est être capable de parler sur un même pied d'égalité avec les autres, être capable de leur dire, écoutez, je suis différente et je l'assume, ne pas avoir honte de sa couleur, comme certaines personnes auraient tendance à le faire, pouvoir s'affirmer et pouvoir vraiment s'imposer dans ce métier-là, qui est largement une fois de plus dominé par les hommes. Et nous sommes dans le contexte nord-américain. Dans mon essai de maîtrise, je cite un enseignant, un éminent enseignant de l'Université Laval qui s'appelle Florian Sauvageau. Ben oui, Monsieur Sauvageau, absolument. Monsieur Sauvageau, qui nous dit, écoutez, dans les rédactions, ici en Amérique du Nord, les Blancs veulent travailler avec des personnes qui leur ressemblent. Ah oui. Résultat des courses, nous avons 97% des journalistes dans toutes les rédactions, qu'on soit à la radio, à la télévision ou à la presse écrite, qui sont des Blancs. Alors, quand on est noir, femme, venue d'Afrique ou d'Haïti, la route est longue, mais franchement, il ne faut pas se décourager.
Il faut s'imposer. Vanessa? Je dois dire quand même que j'ai souvent le bénéfice du doute, tout d'abord parce que je suis née ici, alors j'ai pas la question de l'accent, n'est-ce pas? Et aussi, j'ai la pâleur de la peau, donc le colorisme, évidemment. Ça laisse toujours planer un doute quant à mes origines. Parfois, on va penser justement que je suis métissée, n'est-ce Et vous pas? n'avez pas les cheveux crépus. J'ai pas, non, c'est ça, exactement. Donc, ni les traits très prononcés. J'ai envie de vous parler un peu de la théorie de l'intersectionnalité. Je le dis souvent, là, le point levé. Moi, je suis une féministe endurcie. Et il y a une théorie qui a été développée dans les années 90 par une chercheure, Kimberly Crenshaw, qui dit que certains groupes d'individus sont confrontés à plusieurs problèmes, donc qui ralentissent leur avancement dans la société par rapport à d'autres. Par exemple, le fait d'être une femme noire, donc c'est la double discrimination, le fait d'avoir le sexe de femme et le genre féminin, pardon, et le fait d'avoir la peau noire, ça fait en sorte qu'on se retrouve confronté face au boys club d'une part, et de l'autre, quand on va chercher de l'appui auprès des femmes blanches, par exemple, on se retrouve parfois confronté au racisme. Donc, c'est sur deux tableaux, en fait, que la discrimination se joue. Et comme l'a dit Alice, c'est très, très important de s'imposer. Donc, de s'imposer comment? C'est important d'abord de ne pas nier son identité, si on l'a dit. De s'affirmer en tant que femme, de s'affirmer en tant que noire, de ne pas avoir à choisir les luttes. Donc, de ne pas avoir à choisir aujourd'hui, je suis plus femme, je suis plus noire, mais vraiment de dire non, les deux font partie de mon identité. Et ça, parfois, ça peut être difficile à saisir pour certaines personnes. Je crois qu'il y a beaucoup de pression, en fait, parce que d'un côté, on veut plaire, on veut s'adapter à la société d'accueil, on veut travailler comme les collègues, mais il y a aussi une pression de notre communauté qui nous voit, en fait, comme un espoir et qui nous porte vers l'avant et qui nous dit, tu vas nous représenter auprès de ces gens-là, tu vas faire entendre notre voix. Donc, c'est un défi. J'ai pas encore trouvé de solution puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une jeune pousse, donc je commence. Je travaille là-dessus. Une jeune pousse aux dents longues. Hein? Faites attention à vous. Mais c'est un défi de tous les instants, en fait, de marier ces multiples identités pour évoluer et d'avoir les mêmes opportunités que le reste de mes collègues. Tu l'as dit tout à l'heure, Alice, on embauche souvent des gens qui nous ressemblent par défaut. C'est le réflexe naturel humain et c'est à force d'avoir plus de gens comme nous qu'on va retrouver plus de diversité au sein des équipes et qu'on va réussir à s'imposer. Naturellement. Voilà. Je serais très content quand il existe plus un bureau de la diversité. Parce qu'il n'y a plus de diversité. En fait, on est comme ça, on est ce qu'on est, on est différent, puis la richesse, c'est là. Ça serait très, très spécial quand on n'a pas besoin d'un quota. On n'a pas besoin d'avoir un Noir, un Chinois, une personne de l'Amérique latine pour que notre entreprise soit vue comme « Oh, on est divers ». Non, ça serait très spécial quand cette barrière-là, ça va disparaître. J'allais juste ajouter, Raymond, d'ici 2036, ce concept de diversité va mourir de sa propre mort, je le prédis. Pourquoi? Parce que d'après les projections, en 2036, les minorités visibles seront à peu près 40%, vont représenter 40% de la population canadienne. Et donc, en ce moment, il serait plus utile de parler de diversité. Grâce que je vous souhaite dans ce métier-ci, c'est un... Moi, quand j'ai travaillé 4 ans en Allemagne à un moment donné. Quand je suis revenu au Canada, il y a un collègue qui me demande, il dit, tu viens prendre la place de qui, là? Oui, l'éternelle question. Et je lui ai répondu tout simplement, la mienne. Ben oui. Et je vous la souhaite pour toujours. Votre place, elle est bel et bien ici, à votre place. Et ça fait plaisir de l'entendre. oui. On a un autre, pas toujours, hein? non, tout à fait. Un autre vieux collègue qui était un profond ami sénégalais d'origine qui est décédé aujourd'hui, Ousseynou Diop, disait « Ce métier-ci, c'est un cancer. Quand il vous prend, il vous garde. » C'est grave. N'est-ce pas? Ouais, mais oui, c'est plus une passion qu'un métier. Hein? Voilà, Vanessa Destinée, Alice Chantal Chandem, Léo Jimeno, merci beaucoup à vous trois d'être passés, d'être venus discuter de ce sujet ici à Tam Tam. Ce fut un plaisir. C'est un plaisir. On aurait pu en parler longuement.